Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans le web journal de Radio-Québec. On va parler aujourd'hui principalement de cette nouvelle de la Cour suprême des États-Unis qui rejette la motion du Texas. Je vais vous dire, selon moi, je vais vous en donner le sens. Selon moi, ça révèle une partie de la stratégie de Donald Trump, en fait, si on est capable de lire entre les lignes. Et on va terminer le web journal avec un commentaire sur Justin Trudeau. Et cette nouvelle, elle est faite que le gouvernement du Canada a accepté d'entraîner des troupes chinoises sur des bases canadiennes, faisant en sorte que le Canada devienne une nation hostile aux intérêts américains. Alors, tout ça sous le leadership de Justin Trudeau. Maintenant, voilà, donc, cette nouvelle est tombée hier comme un pavé dans la mare. La Cour suprême qui refuse d'entendre la cause du Texas et de 18 ou 19 autres États avec le Texas, elle est faite que certains États, comme la Pennsylvanie et le Michigan, auraient modifié les dispositions électorales quelques jours seulement avant le vote, et donc que c'était inconstitutionnel et tout ça, tout ça. Alors, la Cour suprême a rejeté la demande, je veux dire, la cause dans son ensemble, disant qu'elle n'avait pas de fondement. On va aller voir un peu, j'ai été creuser un peu les dispositions légales, là, et c'est une décision tout à fait étrange de la Cour suprême qui mérite qu'on s'attarde aux fondements légaux qui sous-tendent cette décision. Je rappelle que la décision a été unanime de la part de la Cour suprême, c'est-à-dire que autant les juges nommés par les démocrates que les juges nommés par les républicains se sont entendus sur ce fait. Ce n'est pas surprenant de la part des juges démocrates. Vous les voyez ici en bleu en bas dans l'encadré, les 3 juges restants nommés par des présidents démocrates. Et en haut, vous avez les 6 juges nommés par des républicains, à l'exception de John Roberts, qui vote toujours avec les démocrates sur les questions importantes. C'est un juge compromis dont nous avons parlé dans un web journal précédent. L'avocat de Donald Trump, Lynn Wood, avait dit « Est-ce que c'est bien toi, John Roberts, qui est allé dans l'avion de Jeffrey Epstein, etc. » laissant planer le doute sur sa compromission. Alors, les juges ont voté, c'est ça, comme de façon unanime. Maintenant, il y a plusieurs avantages à cette décision de la Cour suprême, notamment, elle rétablit, parce que ce qui se passe présentement, c'est que les démocrates et tout ça sont en train de défendre la Cour suprême contre Trump. Hein. Ouais, la Cour suprême est objective. Le tyran Trump a essayé d'utiliser, de manipuler la Cour suprême et ça n'a pas marché. La Cour suprême est autonome et donc ils sont en train de faire exactement ce qu'ils ont fait avec Jeff Sessions, l'ancien ministre de la Justice de Donald Trump, qui avait un faux contentieux avec le président sur cette histoire de collusion avec la Russie. Il s'était récusé. Le président critiquait Jeff Sessions. Jeff Sessions répliquait au président. Il y avait l'air d'avoir une grosse chicane entre les deux. Et là, tout le monde prenait la défense de Jeff Sessions. Les démocrates et tout ça prenaient la défense de Jeff Sessions. Mais finalement, les deux étaient de connivence. Et Jeff Sessions, lorsqu'il est revenu, il a tenté de revenir au Sénat, a appuyé massivement Donald Trump, comme Steve Bannon, etc. Donc, ce qui se passe quand il y a un contentieux entre Trump et une institution des États-Unis, une personne, etc., les démocrates, les médias prennent la défense de l'autre côté. Et dans le cas ici qui nous occupe, ça rétablit d'une certaine façon l'objectivité de la Cour suprême. Parce que maintenant, ils ont tous pris la défense de la Cour suprême contre Trump. Alors, d'une part, alors que les journalistes et les démocrates accusaient Trump d'avoir fait des nominations partisanes à la Cour suprême pour voler l'élection, la Cour vient de faire la démonstration de son objectivité. Ça, c'est la première chose. Je l'ai écrit sur Twitter hier parce qu'il fallait que je rassure les gens. Deuxièmement, cette motion du Texas, c'était absolument rien. C'était ce qu'on appelle en anglais un sideshow, une distraction. Parce que ce qui doit se retrouver devant la Cour suprême, mais c'est pas sûr que ça aille en fait en Cour suprême, là, ce sont toutes ces histoires de fraude électronique, de manipulation des votes, de cyberpiratage par la Chine, etc., dont j'ai parlé dans le dernier web journal. Hein, donc, l'implication de la Chine dans tout ça, les serveurs en Allemagne, c'est ça normalement l'essentiel de
de l'argumentaire, comment je pourrais dire, des points forts de l'argumentaire de Donald Trump, c'est la preuve électronique, selon moi. C'est pas ce qui se passe dans les divers États, dans les cours étatiques, fédérales étatiques, c'est pas ça, c'est la preuve électronique. Et ça n'a pas encore été plaidé. OK? Alors, quand on m'a dit, je m'attendais à ça, je m'attendais à ce que Sidney Powell et tout le monde, les généraux arrivent avec l'intelligence militaire, arrivent avec des preuves, les serveurs saisis en Allemagne devant la Cour suprême, etc. Et là, on entend cette histoire de Texas qui arrive sur le côté, puis là, et Trump qui est embarqué là-dedans pour faire distraction. Alors, Trump qui arrivait ici, il dit We will be intervening, ça c'est il y a le 9 décembre, nous allons intervenir dans la cause du Texas. Ça, c'est quelque chose de très gros. Notre pays a besoin d'une victoire. Vous comprenez que quand Trump tweet ça, en termes de Sun Tzu lors de la guerre, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il dit, regardez, on va attaquer ici. Mais évidemment, c'est pas là qu'est l'essentiel de l'offensive. Il avait aussi retweeté ici un compte lié à QAnon, Major Patriot, avec cette image de Coney Barrett, avec les yeux comme ça, comme s'il allait utiliser la Cour suprême pour voler l'élection, encore une fois. Hein? Vous comprenez? Et finalement, ça a été rejeté par la Cour suprême. Donc, il a fait diversion, mais il faut voir exactement ce que tout ça voulait dire. C'est-à-dire que dans un autre tweet, Trump dit ici « They all were interested in standing, which makes it very difficult for the president to present a case on its merit. » Standing. Alors, qu'est-ce qui se passe quand... Là, c'est comme il a attiré l'attention sur le standing. Qu'est-ce qui se passe quand on va vérifier sur quelle base tout ça a été rejeté? Je vous montre ça présentement. Merci à François Riffon. Voilà, donc quand on lit l'avis de la Cour suprême, c'est très bref. On trouve ça encore une fois sur Scribd. Supreme Court Order to Texas. On voit ici... Texas versus Pennsylvanie et compagnie. The state of Texas motion for leave to file a bill of complaint is denied for lack of standing under Article 3 of the Constitution. Donc, ils invoquent l'article 3. Il n'y a pas de fondement à la motion du Texas en vertu de l'article 3 de la Constitution. Là, je suis allé voir c'est quoi l'article 3 de la Constitution. On trouve ça ici, vous trouvez ça sur Interactive Constitution. Si vous avez des points à aller vérifier, c'est un très bon site. Donc, il y a la section 2 qui semble faire référence directement à ça. La section 2 qui dit, en cas de contentieux entre deux États, ça prend une cour supérieure pour statuer dans le contentieux entre deux États. C'est la Cour suprême qui statue dans ce cas-là. Alors, le cas du Texas versus Pennsylvanie, normalement, ça serait tombé sur la section 2 et on ne comprend absolument pas en vertu de quoi la Cour suprême voudrait rejeter le fait même de regarder ou d'entendre la cause, puisque c'est exactement ce qu'elle doit faire. Quand on continue sur Cornell Law, on regarde ici, donc... The Supreme Court, in exercise of its original jurisdiction, may enforce interstate compact following principle of general contract law. Donc, normalement, la Cour suprême, on dit, doit régler les contentieux entre deux États. C'est exactement ça qui s'est passé. Encore une fois, la section 2, normalement, s'ils invoquent la section 2 de l'article 3, c'est compliqué, là, mais ils doivent entendre la cause. Hein? An interstate compact is an agreement between two or more states in the United States that is approved by those states' respective legislature. Donc, normalement, il y a, elle aurait dû écouter, en fonction de l'article 3, là, elle aurait dû écouter la cause, mais elle l'a rejeté. Et il semble y avoir donc une autre raison possible. C'est-à-dire qu'il est possible que les juges démocrates aient décidé de rejeter la cause. Je ne veux pas être trop légal, je ne veux pas être trop technique, là. En fonction de la section 2, qui dit les conflits entre deux États. De toute façon, les trois juges démocrates l'auraient rejeté de toute façon, parce qu'ils sont partisans. Et là, on va voir de quelle façon tout le processus
aux États-Unis, que ce soit les législatures dans les États, les gouverneurs, les cours, les tribunaux, jusqu'à la Cour suprême, tout ça est politisé. Et que pour régler le problème auquel on fait face présentement, il faut une autre instance qui n'est pas politisée. Et ça, c'est l'armée et les tribunaux militaires. On y arrive. Donc, il y a donc l'article 3 de la Constitution, il y a plusieurs dispositions. Il y a l'article 2, entre deux États. Il y a l'article 3 aussi, qui est the Treason Clause, la clause de la trahison. OK? Et selon moi, les juges nommés par des républicains font référence à cet article-là pour rejeter la cause du Texas contre la Pennsylvanie. Ils ne veulent pas se mêler de la chicane entre les États dans le processus électoral parce que ici, nous sommes en présence d'un coup d'État avec l'implication de la Chine. Et donc, ce n'est plus seulement qu'une chicane électorale entre deux États, mais c'est une menace à la sécurité des États-Unis. Et avec la participation de traîtres à l'intérieur de l'appareil législatif et judiciaire américain, acheté par la Chine, comme on a vu dans le dernier Web Journal. Et donc là, c'est comme une coche plus haut. Et la Cour suprême, à mon sens, va déléguer aux tribunaux militaires. Donc, Treason Clause, c'est quoi l'article 3? C'est ça ici, donc. Oups. Treason against the United States shall consist in levying war against them or adhering to their enemies, giving them aid and comfort. Donc, c'est faire la guerre aux États-Unis ou donner de l'aide, apporter de l'aide aux ennemis comme la Chine. Donc, tous les gouverneurs dont on parlait la dernière fois qui sont payés par la Chine, etc., ça relève de la trahison. Le gouverneur Kemp, potentiellement trahison. Eric Swalwell, trahison, etc. Donc, tous ceux qui sont les juges, etc., qui ont été payés, qui sont comme contrôlés par la Chine, c'est de la trahison. On n'est plus dans le processus électoral. Est-ce que vous me suivez ici? Donc, Treason Clause, hein? Applying to Americans who have betrayed allegiance they are presumed to have towards the United States, while the Constitution's framers shared century view that citizens owe the duty of loyalty to their nation. Normalement, les citoyens ont un devoir de loyauté envers la nation. Mais là, apparemment, il y a beaucoup d'Américains, incluant des politiciens, des juges, etc., qui ont abandonné cette allégeance, cette loyauté envers leur pays et ont pris de l'argent de la Chine, etc. Et c'est la raison, selon moi, pour laquelle certains juges de la Cour suprême, Kavanaugh, etc., notamment les nominations de Trump, qui devraient savoir, là, ont rejeté l'appel du Texas parce qu'on n'est plus dans un contentieux entre États. Ça se situe à un niveau supérieur. Et ici, je rappelle, dans le jugement de la Cour suprême, on ne mentionne que l'article 3. Pas section 1, pas section 2. Donc, les deux interprétations sont possibles. Ceux qui comprennent la méthode Trump savent qu'il y a toujours deux interprétations possibles. Ils donnent une interprétation aux démocrates, puis ils donnent une interprétation, je veux dire, à ses partisans. Je l'ai montré avec Robert Mueller, je l'ai montré avec l'impeachment, tu sais, cette espèce de double histoire dont Scott Adams parle souvent, deux narratifs. Donc, il y a ceux qui peuvent, il y a toujours comme, comment je pourrais, en anglais, on appelle ça plausible deniability. Hein? On peut nier que c'est ça, ou tout le monde en a pour son argent, mais finalement, Trump est capable de continuer avec ses objectifs. Donc, section 2 qui est les conflits interétatiques, et section 3 qui est la trahison. C'est les deux choses qui sont invoquées dans cette dans ce rejet de la cause du Texas. Et la raison pour laquelle j'y arrive, c'est que quand on regarde ce qui est en train de se passer dans son ensemble aux États-Unis, on remarque que c'est non seulement la Cour suprême qui se décharge de regarder ce qui se passe dans l'élection, mais il y a aussi le FBI qui n'a rien fait depuis le début. Le FBI qui n'a rien fait, que ce soit sous, Christopher Wray, Jeff Sessions, William Barr, quel que soit le ministre de la Justice, quel que soit le directeur du FBI. Le FBI enquête, ça, on le sait qu'il enquête puis qu'il accumule des preuves, etc., mais il ne dépose jamais des accusations. Donc, il semble que le FBI a échoué, lui aussi, à défendre la règle de droit aux États-Unis. Pourquoi? Encore une fois, c'est le même argument qu'avec la Cour suprême, c'est-à-dire que
pour pas, étant donné que Trump a fait des nominations à la Cour suprême, ça peut avoir l'air biaisé. Même chose avec le FBI et le ministère de la Justice, étant donné que Trump a nommé le ministre de la Justice, ça peut avoir l'air biaisé, etc., etc. Et donc, il faut trouver un moyen d'entendre les causes et de voir la preuve qui n'est pas biaisée, qui n'a pas été nommée par Trump, donc probablement des juges de tribunaux militaires. Hein? Trump qui s'est plaint dans des tweets. Là, il faut comprendre, il faut lire entre les lignes des tweets de Trump. Tout le monde sait que les tweets de Trump, il faut lire entre les lignes, puis il y a toujours du deuxième degré. Sauf les cruches, là, dans les médias qui prennent tout ce que Trump tweet au premier degré. Mais il s'est plaint depuis quelques jours de beaucoup de choses, notamment du FBI, de William Barr et de tout ça, exactement comme il se plaignait de Jeff Sessions. J'ai tout expliqué ça dans notamment Trumpologie 102, si vous pouvez aller voir sur la chaîne Odyssée, c'est très bien expliqué de quelle façon il se plaint de ses collaborateurs. Il s'est plaint des généraux de Marines qui étaient avec lui, John Kelly, Mattis, la fausse chicane, l'ancien secrétaire à la Défense, alors que ce sont les meilleurs appuis de Trump. Il se plaint d'eux, mais... Donc, même chose avec William Barr. Il se plaint de William Barr, hein, ici. Why didn't William Barr reveal the truth to the public? Pourquoi William Barr, le ministère de la Justice, n'a pas révélé la vérité sur le laptop de Hunter Biden? Parce qu'on sait maintenant que tout ce que les conspirationnistes disaient sur le laptop d'Hunter Biden était vrai et donc que les médias ont couvert l'affaire durant l'élection parce que c'était tout avéré et que les fact-checkers chez Facebook, chez Twitter, chez YouTube, qui censuraient les histoires du laptop, c'était finalement des salopards. Parce que tout ça, c'était vrai. Puis c'était, je veux dire, les chercheurs de vérité, hein, qui avaient raison sur, encore une fois, sur cette histoire-là, du laptop d'Hunter Biden. Mais là, Trump se plaint en disant « William Barr n'a rien fait ». Pourquoi William Barr n'a rien fait? Encore une fois, parce qu'on veut montrer que le système, selon moi, la faillibilité du système de justice, il veut préserver son indépendance et il veut aussi, je veux dire, Trump veut montrer que tout ça prend trop de temps via le ministère de la Justice, etc. Comme avec la Cour suprême, ça nous dirige, ça nous envoie, il nous envoie comme dans un entonnoir vers les tribunaux militaires, parce que les tribunaux militaires, ça va être expéditif, ça va être très rapide et ils seront neutres, ils ne seront pas biaisés. Donc il se plaint de William Barr récemment. Il dit aussi, dans d'autres tweets, il dit que William Barr a été une grosse déception. Quelqu'un dit on devrait le renvoyer aujourd'hui, il devrait être renvoyé immédiatement. Trump dit ouais, c'est une grosse déception, etc., etc. Je rappelle que Trump n'a encore rien déclassifié. Il pourrait rendre public toute vous voyez comment il est... premièrement, on voit qu'il est assuré. Hein, je veux dire, il joue au golf, il fait des nominations, des changements dans l'administration. Il fait des choses comme rétablir les exécutions. Rétablir les exécutions par la peine de mort par peloton d'exécution. Trump made firing squads, poison gas execution possible. Hein? But will they actually happen? Est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il va y en avoir? Trump's approval of hanging and firing squad is a national embarrassment. Donc, c'est une honte nationale que Trump ait approuvé la pendaison et les exécutions par peloton d'exécution. By firing squad. Pourquoi est-ce que Trump a fait ça après l'élection en novembre? Est-ce que ça a l'air de quelqu'un qui est sur le départ? Pas du tout, au contraire. Ça a l'air de quelqu'un qui sait exactement comment va se dérouler la suite des choses, que tous les processus présentement au ministère de la Justice, etc., sont inutiles pour traiter ce à quoi les États-Unis font face présentement, c'est-à-dire un coup d'État et de la haute trahison. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a les preuves de ça. Je le répète ici. Donc, il dit ici, en termes de sécurité nationale, il dit si Joe Biden rentre à la Maison-Blanche, toutes les enquêtes vont être arrêtées. Même chose avec Durham. Il dit we caught them spying, treason and more. But justice took too long. Il dit, donc, nous les avons pris la main dans le sac. De la trahison, avec de l'espionnage, de la trahison et plus. Alors, qu'est-ce qui peut être plus grave que de la trahison?
Expliquez-moi, je vais juste regarder rapidement les commentaires, là. Qu'est-ce qui peut être plus grave que la trahison, là? Une haute trahison, c'est le crime suprême. Alors, il dit qu'ils ont attrapé les démocrates et toute la gang, là, dont on connaît les noms habituels, les usual suspects, là, à faire plus que de la haute trahison. Vous savez à quoi je fais référence, hein? Voilà, donc il dit « Justice took too long ». La justice a pris trop de temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « Justice took too long » ? C'est-à-dire, ils auraient dû être accusés avant l'élection, mais ça a pris trop de temps. Alors, qu'est-ce qui reste rapidement, là? Les tribunaux militaires. Right? Alors, John Durham, qui était censé remettre son rapport, on nous disait, là, l'hiver dernier, qu'à la fin du printemps, début de l'été, il était censé remettre son rapport, mais il ne s'est rien passé. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ça jusqu'à la fin? Tout ça, ça s'en va comme un entonnoir vers les tribunaux militaires. Ça ne se passera pas par la justice, par les cours, etc., étant donné qu'on fait face à de la haute trahison. Et il le dit à plusieurs reprises, ceux qui ont suivi le Web Journal, j'ai montré plein de conférences de presse où est-ce que Trump parle de haute trahison, et les journalistes lui disent « Ouais, tu parles de la peine de mort. » Il dit « Ouais, c'est ça, on parle de la peine de mort. » Ici, ça c'était le 10 décembre, donc il y a 2 jours. The fact that our country is being stolen, a coup is taking place in front of our eyes, and the public can't take it anymore. Et il cite quelqu'un qui parlait à la télévision en Géorgie, mais il le retweet ça. Il dit on est en train de se faire voler notre pays et un coup d'État est en train de se dérouler. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un coup d'État est en train de se dérouler aux États-Unis? C'est-à-dire que les Chinois ont mis l'argent dans la machine électorale, contrôlent les résultats électoraux, contrôlent les gouverneurs et les législatures qui votent les lois ou qui valident les électeurs. C'est un coup d'État. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui on appelle quand c'est un coup d'État comme ça? C'est pas les tribunaux ordinaires. Ce sont les militaires qui ont juridiction dans un coup d'État comme celui-là. Et là j'ai dit en premier, je pense que ce serait important, j'étais supposé le faire au début du Web Journal, mais un petit récapitulatif de ce que j'ai expliqué dans le dernier Web Journal. Donc, ici, ceux qui se rappellent très bien du Web Journal, vous pouvez ici faire skip intro et passer directement à la section suivante. Mais on a expliqué, donc dans le dernier Web Journal, j'ai montré une série de clips qui impliquaient la Chine dans le processus électoral qui faisait de la Chine une menace à la sécurité nationale des États-Unis, clear and present danger, comme on dit là. Donc, j'ai montré des clips du Director of National Intelligence, John Ratcliffe, qui expliquait que la Chine était une menace stratégique imminente, qui disait que la Chine avait lancé une guerre biologique contre les États-Unis avec le coronavirus. Pensez-y, là, la gravité de ces accusations-là. Il a dit que la Chine avait lancé une guerre biologique contre les États-Unis avec le coronavirus qui avait permis aux démocrates de changer les règles électorales pour frauder et destituer Donald Trump. Donc, que les démocrates sont complices de la Chine dans un coup d'État. Okay? Deuxièmement, que la Chine subvertissait le processus électoral. Ça, c'est le clip avec Sidney Powell, où la Chine avait eu accès aux machines de vote Dominion, je veux dire, aux serveurs en temps réel pour modifier les chiffres le soir de l'élection, que la Chine était rentrée dans les machines avec des cyberpirates pour modifier le résultat électoral. Encore une fois, à qui on fait appel quand c'est un coup d'État comme ça? C'est à l'armée qu'on fait. On ne fait pas appel aux tribunaux ordinaires. Et je vais montrer aussi le clip du gouverneur de Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères, qui disait que les gouverneurs étaient compromis. Que la Chine avait tissé des liens étroits avec de nombreux politiciens américains et que de l'argent chinois se retrouve partout dans la politique américaine, un grave danger de corruption. Vous avez vu depuis ce temps-là, depuis le dernier Web Journal, toutes les révélations sur, j'en parlais dans le dernier Web Journal, Eric Swalwell, Dianne Feinstein qui commence à perdre la mémoire. Je n'ai pas expliqué c'était qui Dianne Feinstein. Des fois, je sors des noms sans trop expliquer parce que je parle rapidement. Mais Dianne Feinstein, et Swalwell et Feinstein, Feinstein, c'est une congressiste, une sénatrice, qui sont tous les deux étaient responsables ou siégeaient sur le comité du renseignement américain. Imaginez, ils ont accès à tous les secrets d'État. Et Dianne Feinstein, son chauffeur de 20 ans, c'était un espion chinois. Eric Swalwell couchait avec une espionne chinoise.
comprenez? C'est de la sécurité nationale. Et ils ne sont pas arrêtés par le ministère de la Justice. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés pour le ministère de la Justice alors que c'est avéré, ben, ils sont sous enquête, etc. Ben, c'est parce que c'est pas au ministère de la Justice de faire ça, c'est aux forces armées. Ça, en tout cas, ça relève, vous comprenez, je ne sais pas si c'est quoi exactement, peut-être que le ministère de la Justice peut les arrêter, mais tout ça relève du militaire. Parce qu'on est en train de faire face à de la subversion, de la sédition, de la subversion et de la trahison, et donc tout ça doit se retrouver devant les tribunaux militaires. J'ai expliqué aussi la dernière fois que Trump avait passé, il savait exactement qu'est-ce qui s'en venait, un ordre exécutif qui impose des sanctions dans l'éventualité d'une interférence étrangère dans une élection américaine. C'est exactement ce qu'on voit. Donc ça a été passé en 2018. Et c'est exactement ce qui se passe, qui donne des pouvoirs spéciaux au président, notamment de geler les actifs et tout ça, de déclencher des opérations de cyberguerre, j'avais expliqué ça. Donc, notamment le 305e bataillon d'intelligence militaire, ce qu'on appelle le Kraken. Et il y avait dans cet ordre exécutif-là le fait que, j'avais expliqué que le Director of National Intelligence, donc Ratcliffe, a le mandat de déposer un rapport sur l'interférence étrangère, sur l'influence étrangère ou la participation étrangère au vol électoral, à la fraude électorale, en dedans de 45 jours. Donc, l'élection, c'est le 3. 45 jours, ça nous amène au 18 décembre. Donc, John Ratcliffe, dont j'ai expliqué qu'il faisait la tournée de tous les médias, expliquant que la Chine était dangereuse, la Chine avait participé à l'élection, etc., avait permis, à travers une entreprise de guerre biologique, la fraude électorale démocrate. Donc, il doit remettre un rapport avant le 18 décembre. Donc, la date du 14, là, dans 2 jours, c'est rien. Okay? La date qui est importante, c'est le 6 janvier. C'est là que le Congrès se réunit pour valider les grands électeurs. Le 14 décembre, c'est rien. C'est une convention. C'est comme, OK, il n'y a rien dans la Constitution qui mandate le 14 décembre. Ce qui est important, c'est la date du 6 janvier. Donc, quand ils ont dit ça, là, quand Trump a dit ça, quand Trump a signé cet ordre exécutif qui disait 45 jours, en 2018, il a signé un ordre exécutif qui dit 45 jours après l'élection. 45 jours après l'élection, ça amène toujours passer le 14 décembre. Hein, de quelque façon que vous fassiez le calcul, ça nous amène toujours passer le 14 décembre, quelle que soit la date de l'élection. Et donc, ça montre que cette date du 14 décembre-là n'est pas importante. S'il y a eu une fraude à la sécurité nationale, une question comme celle qu'on est en train de vivre présentement. Je vous ai dit que Sidney Powell avait dit que la Chine avait eu accès aux machines Dominion le soir de l'élection. On apprend par ailleurs que Sidney, à travers sa bouche, que les Chinois ont investi 400 millions dans Dominion quelques semaines avant l'élection. Je vous fais écouter le clip de Sidney Powell. And actually mocking the United States. He is one of the highest Venezuelan television. And we know from filings with the SEC and otherwise that the Chinese put $400 million into Dominion only 4 weeks before the election. Donc, ils savent, en se basant sur des rapports de la Federal Communications Commission, je pense, quelque chose comme ça, le FCC, que la Chine a, donc c'est des rapports officiels, que la Chine a investi 400 millions dans la firme, les machines Dominion, 4 semaines avant l'élection. Et là, je veux dire, pensez-y 2 secondes. Tu sais, quand je parlais du fait que Xi Jinping met ses empreintes digitales partout, puis que c'est tellement gros que ça avantage Trump, ben c'est des choses comme ça dont je parle. C'est-à-dire que 4 semaines avant une élection, tu t'en vas investir dans les machines, la compagnie de machines. Tu sais, c'est presque pour te faire accuser. Tu sais, vous comprenez en tout cas. They shared office space with George Soros companies, as well as the leadership of Lord Malloch Brown in the UK. Donc ça c'était Sidney Powell chez Lou Dobbs il y a quelques jours. Donc, vous voyez ce dont il est question ici. On parle de sécurité nationale et on n'est plus nécessairement, c'est-à-dire que ça dépasse le cadre des tribunaux ordinaires. Un autre élément qui me fait penser à tout ça, c'est-à-dire quand je disais au début qu'il fallait lire entre les lignes, c'est cette audience qu'il y a eu en 2018 lorsque le juge Brett Kavanaugh
a été nommé à la Cour suprême avant Coney Barrett, le juge d'avant. Il y a eu Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et puis Amy Coney Barrett. Neil Kavanaugh, ça a été une bataille épouvantable. Hein. Les démocrates, il y a eu des manifestations, des trucs, des voitures de brûlées, de l'obstruction. Ils ne voulaient rien savoir de Brett Kavanaugh. Et il y a eu cet échange entre Lindsey Graham, le sénateur Lindsey Graham, et Brett Kavanaugh sur le droit de la guerre, les tribunaux militaires et le droit de la guerre. Et ça a eu un impact partout sur le web. Tout le monde a compris ce que ça voulait dire. Je vous fais écouter cet échange entre Lindsey Graham et Brett Kavanaugh. Ce qu'il dit essentiellement, il demande à Brett Kavanaugh, est-ce que vous êtes familier avec le droit de la guerre, le Law of Armed Conflicts? Brett Kavanaugh dit oui. Et là, il dit, vous savez que des citoyens américains qui collaborent avec l'ennemi perdent leurs droits constitutionnels et peuvent être accusés dans les tribunaux militaires. Je répète, des citoyens américains qui collaborent avec l'ennemi perdent leurs droits constitutionnels et peuvent être accusés par des tribunaux militaires. C'est exactement ça. Ça va exactement dans le sens de l'ordre exécutif de 2018 que Trump a signé, là, l'ingérence étrangère, la corruption. Ça va dans le sens de ce que Ratcliffe dit, c'est-à-dire que la Chine a déclenché une guerre biologique, a payé des politiciens. Donc, ces gens-là vont perdre leurs droits constitutionnels et vont être accusés non pas dans les tribunaux américains ordinaires, mais par des tribunaux militaires. Je vous fais écouter l'échange sans intervenir puisque je vous ai donné l'explication. Well, I remember I was with Sarah Taylor, who worked at the White House, and we were watching as standing with her when the buildings fell. So when somebody says post 9/11 that we've been at war, and it's called the war on terrorism, do you generally agree with that concept? I do, Senator, because Congress passed the authorization for use of military force, which is still in effect, and that was passed, of course, on September 14th, 2001, 3 days later. Je rappelle que les États-Unis sont toujours en état d'urgence depuis le 11 septembre. Ils sont toujours en état d'urgence et ça a été reconduit de différentes façons par Trump. About the law in war. Is there a body of law called the Law of Armed Conflict? There is such a body, Senator. Is there a body of law that's called basic criminal law? Yes, Senator. Are there Donc, il fait la différence entre la loi sur les conflits armés et le code criminel habituel. differences between those two bodies of law? Yes, Senator. From an American citizen's point of view, do your constitutional rights follow you? If you're in Paris, does the Fourth Amendment protect you as an American from your own government? From your own government, yes. Okay. So, if you're in Afghanistan, do your constitutional rights protect you against your own government? If you're an American in Afghanistan, you have constitutional rights as against the U.S. government. Is there a long-standing... That's long settled law. Isn't there also a long-settled law that it goes back to the Eisentrager case? I can't remember the name of it. Yeah, Johnson versus Eisentrager. Right. That American citizens who collaborate with the enemy have considered enemy combatants. Donc, est-ce que c'est vrai que traditionnellement, dans la loi sur les conflits armés, les citoyens américains qui normalement sont protégés par la Constitution, s'ils collaborent avec l'ennemi, perdent leurs droits constitutionnels et sont considérés comme des combattants ennemis? Et là, ça fait référence à tous ceux qui collaborent avec la Chine là, dans l'élection actuellement, y compris les plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook, les médias et tout ça. They can be. They can be. They're sometimes criminally prosecuted, sometimes treated in the military. Well, let's talk about... Alors, il dit, oui, ils peuvent l'être. Il dit, des fois, ils sont poursuivis aux criminels, des fois, ils sont poursuivis dans les tribunaux militaires. C'est-à-dire, des citoyens américains perdent leurs droits constitutionnels s'ils collaborent avec l'ennemi et peuvent être poursuivis par des tribunaux militaires. Can be. I think the... Under Supreme Court precedent. Right. There's a Supreme Court decision that said... Et ça émane d'une décision de la Cour suprême. La Cour suprême a délégué, disant que ça relevait de tribunaux militaires et que les citoyens américains, donc c'est une règle de droit, que les citoyens américains perdent leurs droits constitutionnels et peuvent être condamnés devant les tribunaux militaires pour trahison. American citizens who collaborated with Nazi saboteurs were tried by the military, is that correct? That is correct. I think a couple of them were executed. Yeah.
So if anybody Et il y a eu des exécutions. Il y en a plusieurs. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, il y a eu des exécutions de personnes qui ont collaboré avec l'ennemi, etc., etc., etc. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que moi, je n'ai pas l'impression, à lire les tweets de Trump, qui se dit découragé du FBI, du ministère de la Justice, à voir les revers à la Cour suprême qui invoque l'article 3 pour se retirer, donc l'article 3 qui parle de trahison, parle exactement de ce qu'on vient de voir, là. Sachant aussi tout ce qui a été dit par le Director of National Intelligence. Si vous mettez ensemble les deux web journaux, le dernier et celui d'aujourd'hui, vous comprenez qu'on est dans une situation extraordinaire et que le président a mis la table pour les tribunaux militaires, faisant la démonstration devant le peuple américain que l'ensemble du processus politique, judiciaire est vicié et corrompu. Alors qu'on nous, on ne cesse de nous montrer des preuves de corruption, dont, des preuves incontrovertibles, c'est-à-dire dont on ne peut douter, c'est-à-dire, comme ça ici, le docteur Navid Keshavaznia, dont j'ai parlé la dernière fois, des experts qui sont ni démocrates ni républicains, qui vous disent que l'élection a été volée. Les machines ont été manipulées. Il y a des centaines de milliers de votes qui ont été transférés de Trump à Biden, etc. Ils ne veulent rien savoir. Quand on réussit finalement à obtenir un audit des machines Dominion pour voir que qu'il y avait de la fraude, ce qui est allégué, les gouverneurs finalement ou les attorney general, c'est-à-dire les coroners en chef, les ministres de la justice des différents États, refusent de rendre publics les audits. Michigan Attorney General and Secretary of State block result of forensic audit from 22 Dominion machines. C'est-à-dire même si à un niveau de la justice, on réussit à avoir une enquête sur les machines Dominion, il y a le secrétaire d'État et le ministre de la Justice qui bloquent la divulgation des résultats. Tout le processus est vicié. Et Trump est en train de faire la démonstration au peuple américain que dans les conditions actuelles, avec les tribunaux, avec les gouverneurs achetés par la Chine, etc., et la politisation de tout, on ne peut pas avoir justice, il ne peut pas y avoir de justice rendue là-dedans, et il va nécessairement devoir y avoir des tribunaux militaires, totalement indépendants pour traiter, pour contourner le système corrompu, vicié, mais aussi parce que on est en présence de haute trahison et de crimes d'État qui dépassent la compétence de la Cour suprême. On est en présence d'un coup d'État de personnes, mis de l'avant par des personnes à l'intérieur de l'appareil gouvernemental américain alliés avec une puissance hostile étrangère. Et là, c'est juste les militaires qui sont habilités à traiter de ça. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais à vous... c'est mon analyse sur le truc de la Cour suprême. Je l'analyse en continuité avec le web journal précédent du coup d'État, de l'influence de la Chine, etc. Parce qu'il faut prendre le pouls de la situation aux États-Unis, de ce que Trump essaye de montrer au peuple américain. Et voilà, donc maintenant, ça c'est pour ça, mais il n'y a pas que... on va terminer rapidement là-dessus. Là. Il n'y a pas que l'appareil politique, judiciaire, médiatique américain qui est corrompu, qui est passible de trahison. Des traîtres, il y en a partout. On en a un ici au poste de premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dont on a appris cette semaine qu'il avait invité l'Armée populaire de libération chinoise à venir s'entraîner en secret sur des bases canadiennes, et là, incluant des généraux une et deux étoiles, là, des généraux de l'armée chinoise. Donc, Justin Trudeau, en secret, a invité l'armée chinoise à venir s'entraîner au Canada. Et imaginez, là, j'essaie juste de faire prendre conscience aux gens du précédent historique. La dernière fois alors que les États-Unis sont en conflit ouvert pratiquement avec la Chine, il y a des accrochages dans la mer de Chine, il y a entre des bateaux américains et la flotte chinoise, le gouvernement canadien qui amène des troupes chinoises
des troupes chinoises à la frontière américaine. Il y a des généraux chinois dans des bases canadiennes à quelques kilomètres de la frontière américaine. Et la dernière fois qu'on a vu comme ça une puissance, un hégémon, comme la Chine ou comme la Russie à l'époque, aussi près des troupes d'une puissance hégémonique. Je ne sais pas si elle est hégémonique, la Chine, elle a vocation à devenir hégémonique, là, mais aussi près d'une frontière américaine, c'était lors de la crise des missiles de Cuba. Imaginez l'incident diplomatique. Imaginez à quoi joue Justin Trudeau, là. Et on avait failli y passer lors de la crise des missiles de Cuba. Il y a un incident nucléaire, etc. Il y avait des troupes russes à Cuba et potentiellement même des missiles balistiques intercontinentaux placés à quelques kilomètres, je veux dire, des plages de Floride, des plages américaines. Et donc, il y avait eu, c'est ça, la crise des missiles de Cuba, que vous pouvez... il y a un très bon film qui a été produit là-dessus. Je vais essayer de vous le trouver. 13 Days. J'en ai déjà parlé. Le film. On va terminer rapidement là-dessus. Je voulais juste vous donner un sens historique de ce que Trudeau est en train de faire. T'sais. Trudeau est en train de créer un incident diplomatique sans précédent, 13 Days, avec Kevin Costner. C'est un excellent film sur la crise des missiles de Cuba, je le recommande. Et donc, mais Trudeau n'est pas à sa première trahison face à Trump. Il y avait, notamment lors du G7 au Canada, les membres du G7 s'étaient entendus sur la déclaration finale et Trump était parti du Canada vers Singapour, je crois, pour rencontrer Kim Jong-un. Et alors que Trump était rembarqué dans l'avion et que tout était réglé, le petit mesquin, Justin le mesquin, était sorti en conférence de presse pour dire, s'attaquer à Trump. Hein, dire le Canada ne se laissera pas intimider, etc. Alors qu'il y avait eu une entente. Et là, Trump de répondre, si Justin sort comme ça, brise la bonne entente cordiale, on ne signera pas cette entente-là du G7, la déclaration finale du G7. Et il y avait eu des pressions à ce moment-là, et Justin Trudeau avait été obligé de sortir quelques jours plus tard, préciser sa pensée, dire non, les États-Unis sont quand même notre allié. Et c'est à ce moment que le sourcil de Justin Trudeau avait décidé de se pousser littéralement, je veux dire, plus capable de rester sur le front. Justin Trudeau avait tenté une sortie en douce et ça avait fait le tour du monde. When organizers were getting all picky about the G7 summit backdrop, maybe something in the foreground should have raised eyebrows, specifically the Canadian Prime Minister's eyebrow. Consistently stood up for Canadian interests. Son sourcil gauche est en train de se pousser, est en train de glisser. A falling fake eyebrow, an eyebrow malfunction? Cracked one critic, I could use Trudeau's removable eyebrows as bait next time I go fishing. Donc, je pourrais utiliser le sourcil de Trudeau la prochaine fois que je vais à la pêche. Comme appât la prochaine fois que je vais à la pêche. Ça, c'est CNN en passant. CNN qui est pro-Trudeau, pro-mondialiste, anti-Trump. Même CNN s'était moqué de Trudeau. Joked another, maple syrup is not an adequate eyebrow adhesive. Mr. Trudeau was compared to Mr. Potato Head with Mr. Potato Brows. Talk about being browbeaten. Someone replaced the Prime Minister's brows with Donald Trump's signatures. Where we disagree. Soon debunkers were fact-checking and analyzing the Prime Minister's eyebrow architecture with its extra bushy bottom. Dude, he just has a weird eyebrow, tweeted one defender. They blamed the lighting for casting shadows. Bon, voilà. Mais c'est ça, c'était l'incident, il fallait que je le rappelle. Trudeau qui, à plusieurs reprises, a planté des coups de couteau dans le dos de Donald Trump, notamment ici, encore une fois, je veux dire, lorsque Trump avait dit qu'il voulait envoyer des agents fédéraux pour régler le problème de l'insurrection dans les villes démocrates, alors que les villes étaient littéralement à feu et à sang, qu'il y avait des meurtres, des policiers se faisaient tirer, qu'il y avait des incendies, qu'on était à Portland, ils avaient créé une zone autonome de non-droit. Trump a dit les maires démocrates font rien, les gouverneurs démocrates font rien, on peut envoyer les fédéraux régler ça. Là, Trudeau avait gardé 30 quelques secondes de silence pour se moquer de Trump. Etc. Donc, Trudeau qui a fait du Canada un pays
hostile aux États-Unis. Sous Trudeau, le Canada est devenu l'ennemi des États-Unis, brisant des décennies de traditions diplomatiques amicales. Imaginez ça, un pays à la frontière. Et c'est probablement la raison pour laquelle Mike Pompeo ne vient pas au Canada et qu'il n'y a pas de relation avec le Canada et que les États-Unis ignorent le Canada à cause de ce clown qui nous dirige, qui a probablement, j'ai pas de preuves tangibles, là, mais volé ses élections. Je veux dire, les mondialistes sont allés à la rescousse de Trudeau, je l'ai déjà dit, ils ont envoyé Obama l'appuyer, ils ont envoyé la petite Greta Thunberg l'appuyer. Il y a probablement eu de la manipulation de vote avec les algorithmes de Google, comme le docteur Robert Epstein l'expliquait, tout ça pour favoriser Trudeau, parce qu'il fallait absolument que Trudeau repasse, parce que c'est le seul qui pouvait continuer à planter des coups de couteau dans le dos de Donald Trump. Voilà. Alors, c'est un traître intégral. Et on a hâte qu'il lève les pattes. Voilà. Alors, ça conclut cette édition du Web Journal de Radio-Québec. On va remercier ceux qui nous ont fait des contributions. Merci beaucoup à tous ceux qui nous envoient des dons. C'est l'avenir de l'information, le sociofinancement. On est capable de produire de l'information de qualité grâce à vous. Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous appuient, tous ceux qui nous permettent de continuer. C'est vraiment apprécié. Donc, un gros merci à la gang des contributeurs de la part de tous les auditeurs de Radio-Québec. Si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017 Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette. C'est cette adresse PayPal-là et aucune autre. J'ai pas deux PayPal, j'ai juste celle-là. Alexis à radioquebec.ca pour les transferts Interact. Voilà, je suis sur Odyssey. Odyssey il y a des petits bugs, hein, c'est compréhensible. Là, présentement, les images, les thumbnails n'apparaissent pas. C'est compréhensible parce qu'ils sont en augmentation de capacité. Les gens se ruent sur Odyssey, c'est le nouveau YouTube. Et donc, il faut qu'ils augmentent les serveurs. C'est une question de capacité, puis il faut qu'ils gèrent le trafic. Même chose avec Parler. Parler qui a une augmentation exponentielle de ses utilisateurs. On est là ici à @Radio-Québec, là, Parler @Radio-Québec, voilà. Et on va finir en passant un message ici. La semaine prochaine, dimanche prochain, il y a une autre marche, Esprit libre en marche. Ça commence au 770 rue Sherbrooke-Ouest à Montréal. Donc, c'est l'endroit habituel devant les locaux du gouvernement du Québec. Dimanche 20 décembre 2020. À 12h30 heure de l'Est jusqu'à 14h heure de l'Est. Voilà, c'est un rendez-vous organisé par Mel Goyer. En fait, c'est elle qui m'envoie les informations. On la salue. Alors, voilà, si le cœur vous en dit, allez voir, en fait, pour plus d'informations, allez voir sur la page Facebook. Je pense que c'est une page Facebook. Esprit libre en marche, invité, modifié. Donc, c'est ça. C'est une. Voilà. Alors, questions, commentaires, on va en prendre quelques-unes, pas trop aujourd'hui. Esprit libre en marche, Facebook, event, etc. Ouais, OK. Voilà. Est-ce que vous êtes du même avis que moi sur l'entonnoir vers les tribunaux militaires? C'est mon interprétation, je veux dire. Comprenez, moi, quand je regarde toutes les informations, je regarde ce que Trump tweet, je regarde les informations, l'entrevue de Kavanaugh, les réactions de la Cour suprême, la démonstration qui a été faite du système vicié depuis un mois et demi maintenant. Tout ça nous dirige, l'absence de réaction du FBI, etc. Tout ça nous envoie comme un entonnoir vers les tribunaux militaires. Et vous et moi savons que ça a toujours été l'objectif. J'en parlais en 2018 des tribunaux militaires. Alors, comment s'y rendre? Comment se rendre jusque-là? Ben, exactement comme ce qu'ils ont fait là, depuis le 3 novembre. Comment se rendre à des tribunaux militaires en montrant la collaboration de traîtres sur le sol américain avec des puissances étrangères pour faire un coup d'État? Ben, vous avez eu depuis presque 45 jours maintenant la démonstration au quotidien avec des audiences devant de la trahison et du coup d'État. Et ça nous amène vers les tribunaux militaires. OK? Autre chose?
Qui a le pouvoir d'arrêter Trudeau? Personne aux États-Unis, je pense, a le pouvoir d'arrêter Trudeau. Il va falloir que les Canadiens fassent un peu la même chose qu'aux États-Unis. Il va falloir que dans les forces armées, qu'il y ait des gens qui réveillent, là. Hein, les forces armées canadiennes, il va falloir à un moment donné réveiller, savoir qu'on a un traître comme chef d'État, la GRC, le SCRS, là, au lieu d'enquêter sur, je veux dire, monsieur et madame tout le monde qui lèvent qui se posent des questions sur la pandémie, puis sur le grand reset, au lieu d'enquêter sur des personnes qui réfléchissent, là, ben, je veux dire, tournez les projecteurs de l'autre côté. En haut de la pyramide, vous avez un hostie de traître, comme on dit au Québec. Une menace à la sécurité nationale du Canada. C'est ça qui est Trudeau. C'est pas je veux dire, les pères et les mamans de famille, les grands-mamans là, qui se posent des questions, les menaces à la sécurité nationale. Êtes-vous rendu complètement dingue dans les services secrets? Vous avez un crackpot en haut, là. À partir du moment où est-ce que je ne sais pas pour la suite des choses, je connais, ils ont un agenda. Trump est très serein, c'est ça que je vous dis, c'est que c'est déjà probablement tout décidé d'avance. Le 24 décembre semble une date intéressante, comme on l'a mentionné, parce que le 24 décembre, c'est le début des exécutions, où est-ce que la mesure des pelotons d'exécution entre en vigueur. Il y a aussi, c'est le jour où George Washington a traversé le Delaware. Hein, pour une attaque surprise sur les troupes britanniques qui ont, je veux dire, par le fait même, commencé à perdre la guerre. Je ne me rappelle plus c'est sur quelle ville, peut-être qu'on peut me renseigner, mais c'est une bataille historique. Et c'était le 24 décembre. C'est une date importante, le 24 décembre, pour les militaires, pour les tribunaux militaires, etc. Ça, c'est l'image bien connue de George Washington. Oups, mauvaise résolution. Est-ce qu'on a une meilleure résolution? Je ne sais pas. L'image bien connue de George Washington qui traverse le Delaware pour une bataille décisive contre les troupes anglaises et qui a marqué le tournant de la guerre. Pour tous les historiens militaires, parce que là, c'est toujours les militaires qui sont autour de Trump. Je parle des militaires, de la Defense Intelligence Agency, etc., des tribunaux militaires. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'action militaire, parce que c'est ça qui est décisif dans la présidence de Donald Trump. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire militaire des États-Unis, George Washington a perdu 90% de ses batailles, mais a gagné celles qu'il devait gagner, dont celle-là ici. Est-ce que vous avez le nom de la ville? Je vais le trouver, le nom de la ville. Là. Il traverse le Delaware pour... C'est quoi le nom de la ville? Comment les gars, les filles? Il n'y a personne qui connaît le nom de la ville? En tout cas, c'est pas important. Je vous le trouverai, je le tweeterai après. Voilà, donc il a perdu, George Washington qui a perdu 90% de ses batailles, il a gagné les bonnes. Et c'est la même chose avec Trump. J'avais montré l'image de Trump qui s'inspire de Washington, mais qui s'inspire aussi de Rocky Balboa. Et quand j'avais montré le Trump qui avait mimé, qui avait tweeté cette image de Rocky Balboa, je l'ai ici. Et ça, c'est dans le Rocky 2, je pense. Trump qui avait retweeté Rocky Balboa avec sa tête dessus. Rocky qui s'était fait écraser pendant 14 rounds et qui était revenu de façon miraculeuse au 15e round. Et j'avais dit, quand Trump avait tweeté cette image-là de Rocky avec sa face, il a dit « Trump va avoir l'air de perdre jusqu'à la fin et va gagner au dernier round. » Même chose avec George Washington qui a perdu toutes ses batailles jusqu'au moment où est-ce qu'il gagne les bonnes. 90% de ses batailles. C'est la même logique, c'est le même... Et ça va dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Tu as toujours l'air d'être en train de perdre jusqu'à temps que tu gagnes. C'est comme ça qu'il a gagné les primaires républicaines contre les 17 autres candidats républicains, Jeb Bush, Ted Cruz, etc. Des gros combats. Tout le monde le donnait perdant.
Et il est arrivé gagnant à la fin. Je veux dire, gagné contre Hillary Clinton. Il a toujours l'air de perdre, comme Rocky Balboa, comme George Washington. Il a toujours l'air de perdre jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il émerge gagnant. Et c'est ça qu'on va voir encore une fois aujourd'hui. C'est le Potomac River. Ah, OK, c'est le Potomac River, exactement. Ouais. C'est-tu le Potomac ou le Delaware? Ah oui, je pense que c'est le Potomac, évidemment. En tout cas. Quelqu'un a fait une recherche en ligne pour savoir c'est quoi le nom de la ville? Ah, la ville. Durham, c'est ça, c'est tout ça. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça, Durham. Exact. Voilà. OK, alors, c'est ça. Donc, je pense qu'on va se laisser ici. On vous reviendra avec la réponse dans le prochain web journal. J'ai oublié en ligne, j'oublie les noms. Voilà. Alors, OK. Voilà, donc, ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont fait des contributions qui nous permettent de continuer à opérer avec des interprétations que vous ne trouvez nulle part ailleurs sur la politique américaine. On se donne rendez-vous quelque part cette semaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!